Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Accalmie annoncée au Soudan après 10 jours de combats meurtriers. Un cessez-le-feu de 3 jours a été décrété le 24 avril sous l'égide des États-Unis. Reste à savoir si la cessation des hostilités entre l'armée régulière et les paramilitaires sera respectée. Nouvelle perspective économique en République du Congo. Le pays qui dépend essentiellement des énergies fossiles vient d'inaugurer un centre d'excellence de recherche sur les énergies renouvelables en vue de faire face au changement climatique. Et introduction imminente d'une monnaie numérique adossée à l'or au Zimbabwe, une mesure décrétée par le gouvernement pour faire face à la dépréciation sans précédent de la monnaie locale. Explosion, raid aérien ou encore tir, Khartoum, la capitale soudanaise, est le théâtre de violents affrontements depuis le 15 avril entre l'armée régulière et les paramilitaires. Mais une accalmie est annoncée. Un cessez-le-feu de 3 jours a été décrété le 24 avril suite à une médiation américaine. Reste à savoir s'il sera respecté. Les explications dans ce sujet de la rédaction. Après 10 jours de combats meurtriers, une trêve semble se profiler au Soudan. Les deux parties en conflit, à savoir l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Hemedti, ont accepté un cessez-le-feu de 3 jours, décrété le 24 avril, sous la médiation du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Après d'intenses négociations ces dernières 48 heures, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, FSR, ont accepté de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans tout le pays à compter de minuit le 24 avril, devant durer 72 heures. Cette trêve, entreprise sous médiation américaine, est confirmée par les forces de soutien rapide du général Hemedti et dédiée à l'ouverture de couloirs humanitaires et à la facilitation du mouvement des civils, telles que notamment les opérations d'évacuation des ressortissants étrangers mises en place par plusieurs chancelleries occidentales. Cette trêve devrait donner lieu à un dialogue sur les modalités d'un cessez-le-feu définitif, un souhait formulé par la communauté internationale. Nous poursuivrons nos efforts avec nos partenaires pour obtenir un arrêt définitif des combats dès que possible. En collaboration avec les organisations humanitaires sur le terrain, nous reconfigurons notre présence au Soudan pour nous permettre de continuer à soutenir le peuple soudanais. Soyons clairs, l'ONU ne quitte pas le Soudan. Notre engagement est envers le peuple soudanais, à l'appui de ses souhaits d'un avenir pacifique et sûr. Nous sommes à leur côté en ces moments terribles. Ce nouvel accord de cessez-le-feu de 3 jours reste fragile car depuis plusieurs jours, chaque trêve décrétée a été brisée malgré l'acceptation par les deux camps d'une cessation temporaire des hostilités. Ce conflit a poussé à l'exode des milliers d'habitants de la capitale Khartoum depuis le 15 avril. Selon le dernier bilan dressé par l'Organisation mondiale de la santé, ces combats ont déjà fait plus de 420 morts et 3700 blessés. Justement, le conflit armé qui sévit au Soudan depuis le 15 avril dernier a déclenché un déplacement massif de population. Chaque jour, des centaines, voire des milliers de personnes fuient les combats au Soudan et plus précisément dans la région du Darfour occidental pour se réfugier au Tchad qui peine à les accueillir convenablement selon plusieurs ONG. Parmi ces réfugiés, en plus des civils, il y a aussi des soldats de l'armée régulière qui ont décidé de faire défection. Plus de 100 000 réfugiés sont attendus. Notons que ce nouveau flux de migrants vient s'ajouter aux plus de 400 000 réfugiés soudanais déjà comptés au Tchad depuis 2003. C'est une infrastructure qui donne un nouveau visage à la République du Congo, dépendante essentiellement des énergies fossiles. Le président Denis Sassou Nguesso a inauguré le 23 avril un centre d'excellence de recherche sur les énergies renouvelables à Oyo, à 400 km au nord de Brazzaville. Un cadre approprié pour les chercheurs ainsi que pour les étudiants congolais et africains. Plus de détails avec Marcel Kouassi. La République du Congo renforce ses capacités à faire face aux effets du changement climatique. Les autorités ont procédé à l'inauguration d'un centre d'excellence en énergie renouvelable le dimanche 23 avril dans la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette au nord du pays. L'inauguration de ce centre procède de l'engagement de l'État congolais à remplir les objectifs de développement durable et à faire face au changement climatique. L'inauguration de ce centre va permettre à notre pays d'entreprendre non seulement
la recherche fondamentale, la recherche appliquée, c'est-à-dire de trouver les moyens de pouvoir apporter des réponses aux questions que les sociétés se posent, notamment dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Le coût des travaux du Centre d'excellence d'Oyo, visant le développement des recherches appliquées dans le domaine des énergies renouvelables, est estimé à 24 millions d'euros, soit plus de 15,7 milliards de francs CFA. La recherche que nous allons pouvoir produire à Oyo sera une recherche de qualité. Nous avons fait en sorte que non seulement les installations, les équipements et aussi l'expertise qui va pouvoir y être déployée correspondent aux normes prescrites. Et pour cela, nous bénéficierons de l'expertise de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui va nous permettre, effectivement, lors de l'opérationnalisation du centre, de faire en sorte que la certification du centre puisse être obtenue au niveau international. Fruit de la coopération entre la République du Congo, la compagnie pétrolière italienne Eni et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, le Centre d'excellence d'Oyo accueillera les étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs locaux et internationaux. Dans le reste de l'actualité, Paris a accueilli ce mardi 25 avril la réunion ministérielle de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et de la France. Une première en 2 ans. Ce rendez-vous réunit les ministres des Finances des 6 pays membres de l'organisation sous-régionale, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Il s'inscrit dans le prolongement des assemblées de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, alors que le franc CFA est une monnaie de plus en plus contestée dans la région. Les initiatives multilatérales pour assurer la résilience des économies de la CEMAC et le renforcement de l'intégration financière régionale ont fait partie des thématiques abordées lors de cette table ronde. Le Zimbabwe peine à sortir du marasme économique dans lequel il est plongé depuis le début des années 2000 face à la dépréciation sans précédent de la monnaie locale. Le gouvernement zimbabwéen a décidé d'introduire une monnaie numérique adossée à l'or. Le but, assurer aux citoyens une alternative refuge. Les précisions de Samantha Saberou Sabobanga. Pour stabiliser la monnaie locale de sa dépréciation continue par rapport au dollar américain, le Zimbabwe prévoit introduire très prochainement une monnaie numérique adossée sur l'or. C'est ce qu'a annoncé récemment le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudia. Cette devise pourrait être changée légalement contre les dollars zimbabwéens pour se protéger contre la volatilité des taux de change. Le Zimbabwe est en train de faire aujourd'hui ce que le pays aurait dû faire il y a très longtemps. Et vaut mieux tard que jamais, mais le Zimbabwe aurait dû créer une monnaie assise sur son or, parce que le pays est producteur de l'or, et sur cette base-là aurait eu une quotité stable qui aurait évité toutes les inflations galopantes et rampantes que le pays a connues ces 20 dernières années. Le fait d'être un peu mis au banc des accusés sur le plan international a fragilisé la monnaie, a constamment fragilisé la monnaie zimbabwéenne et a rendu l'économie assez fragile face aux parités avec les autres monnaies. À en croire le patron de l'Institut d'émission zimbabwéen, l'introduction des pièces d'or va inciter les habitants à se détourner du dollar américain, devenu une valeur refuge face à l'effondrement du dollar zimbabwéen. Rappelons que les pièces d'or, Mosi ou Atonia, avaient été créées en 2022, pouvant être utilisées comme monnaie d'échange. Une monnaie assise sur l'or, je pense que plusieurs pays africains devaient commencer à y réfléchir pour revenir à l'or comme étant les talons or comme on appelait au départ, et éviter de tomber dans le piège dans lequel nous a amené tout le monde entier la réserve américaine, parce que la réserve américaine avait à un moment donné stocké de l'or, mais à un moment donné avait imprimé de la monnaie plus que l'or stocké et avait pris la décision de ne plus utiliser l'or comme monnaie de référence. Je pense qu'on devrait commencer à revenir là-dessus. On devrait assagir les économies et le Zimbabwe a pris un bon départ.
Pour les médias locaux, bien que la spirale inflationniste soit désormais mondiale, la situation du Zimbabwe était déjà sur la mauvaise pente avant la pandémie et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ici, la hausse des prix n'a rien de nouveau ni de comparable à ce qui se passe ailleurs. La 53e édition de la Journée mondiale de la Terre a été célébrée le 22 avril, un rendez-vous annuel pour rappeler l'importance de la nature et de la préservation de la planète. Au Bénin, de jeunes éco-citoyens ont profité de cette journée pour parcourir les artères de Cotonou avec un objectif, collecter les déchets plastiques pour encourager le processus de recyclage. Reportage de notre correspondant, Lefty Ounou. Depuis 1970, le 22 avril est consacré à la célébration de la Journée mondiale de la Terre. À l'instar de nombreux pays, le Bénin a célébré la 53e édition de cette Journée de la Terre par un éco-running. Dénommé éco-running Zéro Sachet sur nos artères, l'activité a mobilisé à Cotonou, la capitale économique, plusieurs centaines de jeunes. Rassemblés à la place de l'Étoile Rouge, les participants ont eu droit à une séance sportive pour l'entretien et le maintien de la santé. Ensuite, le top départ de l'éco-running a été donné par l'activiste écologiste Sandra Idossou. Sur environ une vingtaine de kilomètres, les participants ont ramassé des déchets plastiques qui jonchent les différentes artères de la ville. Nous nous sommes réunis ce matin avec plus de 300 jeunes pour les sensibiliser une fois encore que chacun à son niveau peut initier des petits gestes au quotidien pour protéger notre terre. L'éco-running est organisé par Sachet Railway. Cette initiative lancée en 2017 au Bénin vise à sensibiliser les populations sur les comportements éco-citoyens, réduire l'impact de la pollution plastique et mobiliser la jeunesse pour la protection de l'environnement. Les emballages en plastique sont constitués de substances toxiques qui affectent la santé et l'environnement. Nous avons mis les déchets dans une poubelle. Donc c'est à la société de gestion des déchets de salubrité de recycler ces déchets-là, de transformer ces déchets-là. Et voilà. Mais pour le moment, ce qui est encore plus important, c'est de prôner la réduction des déchets. Donc les déchets sont recyclés et gérés par la société. Nous voudrions que cette initiative se reprenne et que des entreprises comme la nôtre prennent aussi conscience du fait que la nature, on ne doit pas la laisser, on ne doit pas la maltraiter, on doit faire de notre possible pour la préserver au mieux. Conscient du danger que représente la prolifération des sacs plastiques au Bénin, le gouvernement a promulgué en juin 2018 une loi interdisant leur fabrication, importation, vente et utilisation. En vue de réduire les déchets plastiques présents dans les rues du pays, une usine de tri et de transformation des déchets plastiques en briques sera réalisée à Semekpodji, une ville du sud-est du Bénin. C'est un véritable fléau au développement du football kényan. Les trucages de matchs entachent la discipline sur le plan national. Le président de la Fédération kenyane de football veut des lois pour incriminer les auteurs de ces falsifications. Jusqu'ici, les personnes soupçonnées n'ont jamais été inquiétées malgré les plaintes contre elles. Plus de détails avec Séverin Douke. Le président de la Fédération kenyane de football, FKF, appelle le Parlement kényan à promulguer des lois criminalisant le trucage des matchs. Lors d'une réunion avec le comité des sports et de la culture de l'Assemblée nationale du Kenya, Nick Mwendo, le président de la FKF, a exposé le phénomène de trucage des rencontres de football kényan, un véritable fléau au développement de la discipline sur le plan national. Nous avons besoin d'une réglementation dans les textes de loi pour permettre l'application de la loi à l'encontre de ce dont nous avons été informés d'avoir truqué un match et nous sommes tenus de fournir des preuves d'une certaine manière. Ainsi, ils pourront donc être traduits en justice, du moins des mesures pourront être prises contre eux. C'est ce qui nous manque au Kenya. Un appel qui vient du fait que les coupables de tricherie et de trucage des rencontres jusqu'ici n'ont jamais été inquiétés par les tribunaux pour raison de manque de législation en la matière. Le président du comité des sports et de la culture de l'Assemblée nationale du Kenya, Dan Wanyama, a déclaré qu'il était urgent de promulguer des lois pour punir les responsables de matchs truqués afin de sauver le football kényan. Nous contribuons à la législation visant à humaniser les responsables de trucage de matchs. La FKF a depuis novembre 2022 suspendu 17 joueurs et 3 officiels de match
pour des soupçons de trucage de match. Le 8 février 2023, l'institution a lancé une enquête contre 2 joueurs pour des allégations similaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.